Au titre de ce journal, crash aérien en Tanzanie, au moins 19 morts recensés ce dimanche. Le coup d'envoi de la COP27 a été lancé hier en Égypte. Pendant 2 semaines à venir, les dirigeants du monde entier tenteront de réveiller le combat pour le climat. L'Union européenne renouvelle sa promesse de financer l'Ukraine à hauteur de 18 milliards d'euros en 2023, soit 1,5 milliard par mois. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au moins 19 personnes ont péri ce dimanche dans le crash d'un avion de ligne de la compagnie aérienne dénommée Precision Air. L'avion qui a terminé sa course dans le lac Victoria avait à son bord 43 personnes. Et selon la compagnie, la mauvaise météo est pour l'instant la principale cause évoquée de ce crash. Un avion avec 43 passagers à son bord s'est écrasé dimanche matin dans le lac Victoria alors qu'il était en approche de l'aéroport de Bukoba en Tanzanie. Selon les autorités locales qui ont fourni un premier bilan, 3 des passagers sont morts et 26 ont pu être secourus. L'accident survient 5 années après la mort de 11 personnes lorsqu'un avion appartenant à une société de safari s'était écrasé dans le nord de la Tanzanie. Direction la Virginie aux États-Unis, à quelques heures des élections de mi-mandat, devant déboucher sur le renouvellement de la Chambre des représentants et du tiers du Sénat, le duel s'annonce serré entre la républicaine Leslie Vega et sa challenger démocrate Abigail Spanberger, ambiance de campagne avec la rédaction de France 24. Vous êtes prêts pour la victoire mardi ? Ancien officier de police et élu local, Leslie Vega est aujourd'hui la candidate républicaine au siège de député du 7e district de Virginie. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'en ai assez de ce gouvernement qui chaque jour prend de l'ampleur, me dit comment dépenser mon argent, comment mener ma vie et comment élever mes enfants. La jeune femme de 37 ans, d'origine latino-américaine, a fait campagne sur les grands thèmes conservateurs. Immigration, hausse du crime et inflation, autant de sujets chers à l'électorat républicain. Nous avons besoin de changements à Washington. Le pays n'avance pas dans la bonne direction. Nous sommes très inquiets de la situation à la frontière. De tous les clandestins, il y en a plus de 5 millions. Les lois sur les armes sont fondamentales. Si vous supprimez les pistolets, le crime augmente. Avec l'inflation, nous avons perdu en pouvoir d'achat. Il faut faire quelque chose. Mais le gouvernement ne fait rien. C'est pour ça que nous avons besoin de gens comme Vega. Soutenu publiquement par Donald Trump il y a quelques jours, Leslie Vega peut aussi compter sur l'appui du gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin. Mobilisé pour faire triompher la fameuse vague rouge qu'espèrent les républicains. Leslie Vega va bientôt surfer sur cette vague rouge, directement vers Washington. Les Américains vont se mobiliser entre aujourd'hui et mardi. Et j'ai la conviction que nous aurons une solide majorité républicaine à la Chambre et au Sénat. Mais aussi que nous allons voir des gouverneurs républicains être élus. Lors de ce scrutin, Leslie Vega affronte la députée sortante Abigail Spanberger, une démocrate. Les derniers sondages donnent les deux femmes à égalité. Le siège qu'elles se disputent pourrait bien déterminer quel parti contrôlera la Chambre des représentants. Restons toujours dans le cadre des élections, mais cette fois en Guinée équatoriale, où se tiendront des élections générales anticipées du 20 novembre prochain, dans 13 jours. Donc, plusieurs partis iront à l'assaut des postes électifs dans ce pays d'Afrique centrale, marqué de plus en plus par l'ouverture politique. Des précisions dans cet élément. En Guinée équatoriale, des élections combinées présidentielles, législatives et municipales anticipées se tiennent le 20 novembre 2022. Un contexte électoral marqué par une politique d'ouverture de ce pays considéré comme l'un des plus fermés au monde. En mai 2022, la Guinée équatoriale a accueilli un sommet de l'Union africaine consacré aux défis sécuritaires et humanitaires du continent. De plus, le pays qui a aboli la peine de mort en septembre 2022 présidera l'organisation des pays producteurs de pétrole en 2023. Le pays essaie de s'ouvrir au monde extérieur avec les sommets et la participation à des instances internationales. Mais il ne faut pas oublier le fait que de multiples ONG dénoncent l'autocratie qui sévit en Guinée équatoriale.
3 partis politiques sont en lice pour les élections. Le Parti démocratique de Guinée équatoriale PDGE au pouvoir, la Convergence pour la démocratie sociale et le Parti de la coalition social-démocrate, ex-allié du PDGE pour les élections du 20 novembre 2022. Le PDGE, pour se maintenir au pouvoir, a formé une coalition électorale avec 14 partis de l'opposition dite démocratique. La campagne électorale est en cours depuis le 4 novembre 2022 dans le pays. Le pouvoir tient les rênes de tous les compartiments de la vie sociopolitique et ensuite, même dans les législatives, on voit que le parti au pouvoir occupe pratiquement 99 des 100 sièges à la basse-cour. Le président Teodoro Obiang-Nguema a été investi candidat du Parti démocratique de Guinée équatoriale à la présidentielle le 23 septembre 2022. Il est en course pour un 6e mandat, perçu par des observateurs comme la fin d'un espoir d'alternance au pouvoir dans le pays. Le gouvernement a justifié l'anticipation des élections équato-guinéennes par le souci de réduire le coût du processus dans un contexte de fortes contraintes économiques, notamment l'instabilité du prix du baril de pétrole à l'international. Et plus de 200 pays du monde entier participent depuis hier dimanche à la COP27 qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ces pays tenteront de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique. Les 200 pays réunis doivent s'engager. Il convient de mentionner que pour une mise en œuvre efficace des promesses et des engagements, nous avons besoin d'une participation plus efficace et plus large de toutes les parties concernées, des acteurs non étatiques dont le rôle est tout aussi important que celui des États, à savoir le secteur privé. La conférence pour le climat démarre alors que les pays du Sud réclament des dédommagements financiers pour les catastrophes naturelles qu'ils subissent, un sujet épineux officiellement au menu des discussions qui se poursuivent pendant 2 semaines. Les Pays-Bas abritent depuis hier dimanche des manœuvres militaires quadripartites dans le cadre de l'exercice militaire international Falcon Atum qui se déroule tous les 2 ans. Il s'agit de préparer les troupes aéroportées de la Hollande, de l'Allemagne, de la Pologne et des États-Unis à des opérations spéciales. Reportage. L'exercice militaire international à grande échelle Falcon Autumn a démarré. L'objectif de cet entraînement intensif qui se déroule dans différentes régions néerlandaises, préparer les armées de divers pays à des opérations aéroportées de grande envergure. Plus de 1000 soldats et 37 hélicoptères participent à cet exercice et coordonner n'est pas toujours simple. Lorsque vous travaillez avec 4 pays qui utilisent chacun différents types d'hélicoptères et que tout le monde doit embarquer au bon moment, c'est aussi difficile que de faire monter tous les passagers d'une gare centrale à l'heure dans un train. La menace s'est considérablement accrue depuis février, il est donc plus que jamais nécessaire de s'entraîner de manière plus pointue. Nous ne perdons jamais cela de vue. Cet exercice qui se déroulera jusqu'au 18 novembre est chapeauté par la brigade aéromobile néerlandaise. Cette unité, l'une des plus entraînées des forces de défense du pays, est rejointe pour l'occasion par des unités allemandes, polonaises et américaines. Le Falcon Autumn se déroule tous les 2 ans. Face à l'avancée fulgurante des rebelles du M23 qui s'emparaient récemment du Rutshuru dans l'est du pays, l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, renforce ses effectifs. Des recrutements de milliers de jeunes à travers le pays sont annoncés. Goma seul en a offert 2000. La perte de plusieurs localités dont Bunagana et récemment Rutshuru dans l'Est, passées sous contrôle de la rébellion du M23, a poussé les autorités congolaises à opter pour le renforcement des effectifs des FARDC, les forces armées congolaises, engagées sur plusieurs fronts contre des groupes armés. Samedi, le pays a lancé la mobilisation des jeunes. Et la nation en danger a besoin de ses dignes fils et filles pour la servir sous les drapeaux, défendre l'intégrité du territoire. Cette mobilisation, les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent déjà au recrutement massif des jeunes pour servir sous les drapeaux. Et au moment où je vous parle, ils sont plus de 2000 à Goma, rien qu'à Goma. Pourtant, samedi, la RDC et le Rwanda ont renoué à Luanda les fils du dialogue. Les bons voisinages n'est pas toujours les messages que les autres captent. Il faut donc aller sur la dissuasion qui est
celle d'avoir une armée forte. Pourquoi pas une armée à 500 000 voire 1 million de Congolais? La paix dans l'Est passerait peut-être donc aussi par une armée forte en termes d'effectifs pour les autorités congolaises. En attendant, Kigali et Kinshasa ont décidé samedi de définir un calendrier pour accélérer le plan de désescalade signé en juillet. L'Union européenne prévoit un décaissement de 18 milliards d'euros en 2023 pour soutenir le budget de fonctionnement de l'Ukraine. La présidente de la commission de l'organisation l'a réitéré ce dimanche 6 novembre au cours d'un échange téléphonique avec le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky. La présidente de la Commission européenne va proposer cette semaine une nouvelle aide financière à l'Ukraine qui doit permettre au pays de couvrir une partie de ses besoins pour 2023. Ce soutien financier pourrait s'élever à 1,5 milliard d'euros par mois, soit un total de 18 milliards d'euros sur l'année. Cette aide devrait prendre la forme de prêts à long terme aux conditions financières avantageuses et pourrait contribuer à soutenir les réformes de l'Ukraine en vue de son adhésion à l'Union européenne. Cette enveloppe devrait être assortie d'un soutien similaire de la part d'autres grands donateurs, selon Ursula von der Leyen, qui a souligné que Bruxelles continuait son aide humanitaire alors que l'Europe entre progressivement dans la période hivernale. Ursula von der Leyen et Volodymyr Zelensky, qui ont échangé par téléphone ce dimanche, ont souligné l'importance de maintenir les sanctions contre la Russie et ont critiqué le rôle joué par l'Iran dans son soutien militaire à Moscou. La police espagnole a fait une importante saisie de 32 tonnes de cannabis au terme d'une enquête ayant entraîné l'arrestation de 20 personnes. Un record mondial car c'est la plus grande saisie de cette substance à l'international. Saisie record pour la police espagnole. Elle a mis la main sur 32 tonnes de cannabis, soit la plus grande saisie de cette substance au niveau international. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées au cours de l'enquête qui s'est déroulée ces dernières semaines dans plusieurs villes d'Espagne, dont Tolède et Valence, où les trafiquants présumés stockaient la majeure partie de la marchandise. En difficulté sur l'océan, le gouvernement de Giorgia Meloni a permis à 144 mineurs souffrants de débarquer au port de Catane en Sicile hier. Dimanche, ils étaient à bord du navire Humanity One depuis plusieurs mois déjà. C'est une petite victoire pour l'ONG SOS Humanity. L'Italie a enfin autorisé le navire qu'elle affrète à débarquer à Catane une partie des migrants recueillis à bord. 144 personnes ont ainsi pu toucher terre ce dimanche, mais la victoire est amère. 35 hommes ont dû rester à bord, l'Italie défendant que c'est à l'Allemagne, pays dont le navire bat pavillon, de prendre en charge les rescapés en bonne santé. D'autres bateaux de sauvetage attendent encore en mer de pouvoir rejoindre un port italien. C'est le cas du Geo Barents de Médecins sans frontières. À bord, les conditions sanitaires sont préoccupantes. Ce n'est pas un endroit ou un lieu idéal pour autant de personnes. Tout le monde est très proche les uns des autres. Et il est très facile pour les maladies de se propager. Le nouveau gouvernement d'extrême droite italien, dirigé par Giorgia Meloni et qui a prêté serment le mois dernier, s'est engagé à sévir contre les migrants fuyant en bateau depuis l'Afrique du Nord pour rejoindre l'Europe au péril de leur vie. Et pour finir en sport, tournoi de Paris-Bercy, le Danois Holger Rune a renversé hier dimanche le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, en 3-6, 6-3 et 7-5 et remporte ainsi son premier Master 1000. Ainsi prend fin ce journal télévisé. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sur A12.